Si la Terre se réchauffe, l'océan, quant à lui, est en ébullition. Ces mots, ce sont ceux qu'Emmanuel Macron a prononcés ce lundi, alors que s'ouvrait la conférence de l'ONU sur les océans à Nice, dans le sud de la France. Alors quel est l'état de l'océan et que faut-il attendre de cette conférence? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, je remplace Hugo qui revient plus tard cette semaine. C'est le sujet à la une aujourd'hui. Ce lundi, s'est donc ouvert à Nice la 3e conférence de l'ONU sur les océans, co-organisée par la France et le Costa Rica, et qui se tiendra jusqu'à ce vendredi. Une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Nice pour l'occasion, ainsi que des scientifiques et représentants de différentes ONG. A noter que les États-Unis, qui ont le premier domaine maritime au monde, n'ont pas envoyé de représentants politiques de haut niveau, mais uniquement une délégation technique, avec notamment un responsable de la Maison-Blanche chargé de l'environnement. De son côté, Emmanuel Macron a reçu les recommandations de plus de 2000 chercheurs du monde entier avant l'ouverture du sommet de l'ONU. Mais alors avant de revenir sur ce qui est attendu de cette conférence, que sait-on de l'état des océans aujourd'hui? Déjà, c'est important de bien comprendre que les océans couvrent plus de 70% de la planète et produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons. C'est aussi la principale source de protéines pour plus d'1 milliard de personnes. Et pourtant, la protection des océans est le moins bien financé des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Pour suivre la dégradation des océans, qui font notamment face à une hausse record de la température des eaux, à la pollution plastique ou encore à une chute de la biodiversité, un outil scientifique inédit a été dévoilé ce dimanche, le baromètre Starfish. Il s'agit d'un bulletin annuel fondé sur des données validées par la communauté scientifique. Et les premiers chiffres sont alarmants, alors je peux pas revenir sur tout, mais par exemple, d'après ce baromètre, le niveau des mers a grimpé de 23 cm depuis 1901. La montée du niveau de la mer constitue notamment une menace pour les villes côtières, exposées à des risques plus importants d'inondation, et pour les populations qui vivent dans les zones littorales, qui sont susceptibles d'être déplacées. Par ailleurs, en 2024, la température des océans a battu tous les records depuis 6 décennies. Côté biodiversité, plus de 1600 espèces marines sont menacées d'extinction, dont un tiers des requins et plus d'un quart des cétacés. Les récifs coralliens, essentiels à la vie marine, ont subi un 4e épisode mondial de blanchissement. Près de la moitié de ces espèces sont désormais en danger. Le rapport de Starfish indique également que 80% des déchets aquatiques sont des plastiques. Si vous voulez en savoir plus sur ce baromètre, je vous mets le lien en description. Maintenant qu'on a dit ça, quels sont les sujets qui vont être abordés lors de la conférence de l'ONU? Le premier sujet, ce sont les aires maritimes protégées, qui sont des zones de l'océan où des règles limitent les activités humaines, comme la pêche, l'exploitation minière ou encore le tourisme, pour préserver la biodiversité. Elles peuvent être partiellement ou totalement protégées selon le niveau des destructions. Aujourd'hui, environ 8% de l'océan mondial est protégé, mais l'ONU a appelé en 2022 à atteindre un objectif d'au moins 30% d'ici 2030. Cependant, au rythme actuel, cet objectif ne sera pas atteint avant 2107, selon l'ONG Greenpeace. En attendant, selon le cabinet de la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, la création de nouvelles aires marines protégées devrait être annoncée par plusieurs gouvernements cette semaine, ce qui pourrait permettre d'atteindre au moins 10% de protection des mers au niveau mondial. Le deuxième sujet, c'est le chalutage de fond, qui est une technique de pêche qui consiste à traîner un énorme filet sur les fonds marins pour capturer des poissons et des crustacés. Le problème, c'est que cette technique racle tout sur son passage, détruisant les écosystèmes. Face à ça, Emmanuel Macron a annoncé ce mardi à la presse régionale une limitation du chalutage de fond dans certaines aires marines protégées. Pour les ONG environnementales, il s'agit d'un bon premier pas, même si la plupart considèrent qu'il ne va pas assez loin. Du côté des chalutiers, certains dénoncent des mesures qui risquent de mettre fin à leurs activités. Troisième élément abordé, le traité sur la haute mer. La haute mer désigne les zones de l'océan qui se trouvent en dehors de toute juridiction nationale. Elle couvre près de la moitié de la surface de la Terre et 60% des océans. Mais jusqu'à présent, ces vastes étendues étaient largement non réglementées. C'est donc pour remédier à ce vide juridique qu'un traité sur la haute mer a été signé en 2023 sous l'égide de l'ONU. Son objectif principal, c'est de protéger la biodiversité marine dans ces eaux internationales et de réguler les activités humaines qui y ont lieu, comme la pêche, l'exploitation des grands fonds marins et le transport maritime. Pour que ce traité entre en vigueur, il doit être ratifié par au moins 60 pays. Actuellement, seule une trentaine l'ont ratifié, dont l'Union européenne, mais Emmanuel Macron a assuré ce lundi que le seuil de ratification serait atteint lors de la conférence de l'ONU sur les océans, ce qui permettrait au traité de s'appliquer d'ici la fin de l'année. A noter que les ONG soulignent le fait que ce traité reste fragile. En effet, tout État peut s'opposer à la création d'une aire protégée en haute mer, selon l'ONG de lutte contre la destruction des océans, Bloom. Autre sujet, lors du sommet de Nice sur les océans, les discussions porteront aussi sur un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins, qui est actuellement soutenu par 33 pays. Un moratoire, c'est une décision officielle de suspendre temporairement une activité en attendant de mieux l'encadrer ou d'évaluer ses conséquences. L'objectif, c'est de convaincre davantage de pays de rejoindre la coalition qui soutient ce moratoire. À noter qu'en avril, le président des États-Unis, Donald Trump, a signé un décret afin d'ouvrir l'extraction minière océanique, y compris dans les eaux internationales. Un futur traité contre la pollution plastique devrait aussi être discuté, tout comme la décarbonation
pollution du transport maritime. La pollution du transport maritime représente actuellement 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est presque autant que le transport aérien. Bref, on verra ce qui ressortira de cette conférence. Le Costa Rica a dit espérer 100 milliards de dollars de nouveaux financements pour le développement durable de l'océan. De son côté, Emmanuel Macron sera l'invité de France 2 ce mardi à 20h45 pour la soirée Urgence Océan, un sommet pour tout changer, qui sera présenté par les journalistes Léa Salamé et Hugo Clément. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Les autorités israéliennes ont intercepté dans la nuit de dimanche à lundi le bateau humanitaire Madeleine qui tentait de rejoindre Gaza. À son bord, il y a 12 militants dont la députée européenne LFI Rima Hassan ou encore l'activiste suédoise Greta Thunberg. Le bateau était parti d'Italie le 1er juin pour briser le blocus israélien à Gaza et apporter des produits de première nécessité, alors que les Palestiniens sont toujours frappés par un risque critique de famine selon l'ONU et les ONG sur place. Selon les autorités israéliennes, les passagers ont été invités à retourner dans leur pays et le gouvernement israélien a notamment dénoncé, je cite, une provocation médiatique. De son côté, l'ONG Freedom Flotilla Coalition, qui affrète le navire, parle d'une opération illégale et de violation du droit international, affirmant que l'interception s'est produite en eau internationale, là où Israël ne peut intervenir, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Selon le ministère des Affaires étrangères israélien, il est prévu que les passagers retournent dans leur pays. Le ministre a également précisé que l'aide humanitaire présente sur le bateau serait acheminée vers Gaza par les canaux habituels. De son côté, Emmanuel Macron a réclamé ce lundi le retour des ressortissants français dans les plus brefs délais, selon un communiqué de l'Élysée. Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a demandé, je cite, à pouvoir exercer la protection consulaire à leur égard et à leur rendre visite. La protection consulaire est l'assistance qu'un État offre à ses ressortissants se trouvant à l'étranger en cas de difficulté, par exemple en cas d'arrestation, on vous tiendra au courant. Deuxième actu, au moins 56 personnes ont été arrêtées en 2 jours à Los Angeles aux États-Unis. Ces arrestations font suite à des affrontements entre les forces de sécurité et des manifestants qui s'opposent à la politique migratoire de Donald Trump. Des dizaines de manifestants ont bloqué ce dimanche après-midi une autoroute de Los Angeles pendant plus d'1 heure. Les forces de l'ordre ont donc procédé à quelques arrestations et ont utilisé des gaz lacrymogènes, y compris contre des journalistes, selon des reporters de l'AFP. Samedi soir, Donald Trump a annoncé le déploiement de 2000 membres de la garde nationale en Californie. C'est une force militaire de réserve aux États-Unis qui peut être mobilisée dans les cadres de conflits internationaux, mais aussi pour faire face à des catastrophes naturelles ou rétablir l'ordre pendant les émeutes. On reviendra plus en détail sur ce sujet dans la une de demain. Troisième actu, en Ukraine, l'armée russe aurait atteint la région de Dnipropetrovsk, une première depuis le début de l'invasion massive du pays par la Russie il y a plus de 3 ans. Cette région ukrainienne borde celle de Donetsk et de Zaporizhia, déjà partiellement sous contrôle russe. Pour l'instant, l'Ukraine n'a pas encore confirmé cette information. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée russe a lancé 479 drones et 20 missiles selon l'armée ukrainienne, ce qui est un record jusqu'à présent. 19 des missiles ont été interceptés, tandis que 277 drones ont été détournés et 183 autres ont manqué leur cible selon l'armée ukrainienne. Suite à cette attaque, la Pologne, un pays voisin de l'Ukraine, a annoncé ce lundi avoir fait décoller des avions de chasse. L'état-major polonais a précisé qu'il s'agissait d'actions de nature préventive. Ce type de déploiement est courant lorsque des missiles ou des drones russes visent les régions de l'ouest de l'Ukraine. Quatrième actu, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche à Madrid, la capitale de l'Espagne, pour demander la démission du premier ministre socialiste Pedro Sánchez. C'est le Parti populaire, donc le parti d'opposition conservateur, qui a appelé au rassemblement. Ils accusent entre autres le gouvernement de corruption et exigent des élections générales anticipées. Le Parti populaire a notamment appelé au rassemblement après la fuite de conversations entre une ancienne militante du Parti socialiste, Laire Diez, et notamment un commandant de la garde civile et un entrepreneur. Ils sont tous les deux mis en cause dans des affaires de corruption visant des proches de Pedro Sánchez. Selon le Parti populaire, 100 000 manifestants étaient présents, le gouvernement central parle lui de 50 000 personnes. Les prochaines élections générales sont prévues en 2027. Pedro Sánchez, au pouvoir depuis 2018, accuse la droite et l'extrême droite d'être à l'origine, je cite, de campagnes de diffamation. Cinquième actu, des extraits de la série britannique Adolescence qui montrent les dangers de la violence en ligne pour les jeunes pourront être diffusés en classe dès la 4e. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Éducation nationale Elisabeth Borne ce dimanche sur LCI. Cette série raconte l'histoire d'un adolescent de 13 ans arrêté et accusé d'avoir poignardé à mort l'un de ses camarades. Diffusée sur Netflix, elle aborde notamment l'impact qu'ont les contenus masculinistes sur les jeunes. Concrètement, Elisabeth Borne a expliqué que le producteur de la série avait ouvert les droits au ministère de l'Éducation nationale et donc 5 séquences pédagogiques seront donc proposées aux jeunes à partir de cette série. Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Keir Starmer avait d'ailleurs déclaré fin mars que la série serait diffusée dans les collèges et les lycées britanniques. Et on finit avec cette actu culturelle, les consoles portables Xbox ont été dévoilées par Microsoft ce dimanche à l'occasion du Xbox Game Showcase. C'est une info assez majeure dans le monde du jeu vidéo car ce sont les toutes premières consoles portables de Xbox qui viennent donc concurrencer directement la Switch de Nintendo. Ces deux consoles, baptisées ROG Xbox Ally et Ally X, ont été conçues en collaboration avec le constructeur d'ordinateurs portables Asus. Elles seront commercialisées pour les fêtes de fin d'année et devraient être disponibles dans une trentaine de pays, dont la France, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore le Portugal. Il sera possible de jouer à certains jeux achetés pour sa Xbox sans frais supplémentaires, à condition qu'ils soient compatibles avec la fonctionnalité Xbox Play Anywhere. Il s'agit des jeux Xbox compatibles avec PC, dont plusieurs
plusieurs font partie de l'abonnement Game Pass. Sinon, il faudra jouer à distance en ayant votre propre Xbox connectée. Et autre nouveauté, selon plusieurs sites spécialisés, les jeux sur les plateformes concurrentes comme Steam, Epic Games ou encore Ubisoft devraient aussi être accessibles. Les informations sur les précommandes, les prix, les accessoires seront eux communiqués prochainement selon Microsoft. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous d'avoir suivi ce format des actus du jour. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.